Alors, voyons voir ce que nous avons là. Bonjour à tous, aujourd'hui encore une vidéo non scriptée où je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées en commentaire de la précédente vidéo. Il y en a eu vraiment beaucoup, évidemment j'ai pris les plus pertinentes et je les ai classées un petit peu de manière à ce qu'elles aillent ensemble et je vais répondre parfois à plusieurs questions en même temps, on va essayer de faire en sorte que la vidéo ne dure pas 3 heures. Et je dois commencer par une constatation, il y a beaucoup de questions, beaucoup, vraiment beaucoup, qui ont été posées par des gens. Ça se voit soit à la question, soit à la manière dont elle a été posée, que beaucoup de gens fantasment plus l'astronomie qu'ils n'ont vraiment conscience de ce que c'est. Beaucoup de gens confondent un petit peu astronomie et films de SF. Plutôt que d'entrer dans le détail de certaines questions, notamment sur la vitesse de la lumière, la relativité générale, etc., qui prendraient vraiment du temps à expliquer, peut-être des heures, je vais vous recommander plusieurs vidéos. Alors, il y en a certaines, ça sera en français, d'autres, ça sera en anglais, parce que j'ai pas trouvé vraiment d'équivalent en français qui soit vraiment bien. Il y en a certaines, c'est en anglais, mais c'est juste visuel, donc allez les voir même si vous comprenez pas. Et ces vidéos vont détailler certaines des questions qui m'ont été posées et auxquelles ça serait bête de répondre dans la mesure où d'autres l'ont fait très bien et peut-être même mieux que moi. Donc, en description de la vidéo, vous allez trouver une série de vidéos à aller voir et qui répondront à toutes les questions qu'on va aborder aujourd'hui. Dans les questions basiques, il y a quelques questions personnelles qui m'ont été posées. Donc déjà, vu que j'en ai parlé dans la dernière vidéo, il y a des gens qui m'ont demandé si j'étais journaliste. Je suis pigiste, je suis avant tout photographe reporter, c'est-à-dire que mon métier c'est photographe et je travaille très régulièrement pour le journal Le Républicain Lorrain, à qui je vends des photos. Et de par le fait que je vois, disons, les choses de l'intérieur, quand je vais sur un incendie, un meurtre ou ce genre de faits divers, je me rends compte à quel point le point de vue que l'on prend simplement pour la photo peut complètement changer l'histoire. Donc c'est pour ça que j'insiste à chaque fois, méfiez-vous des publications qui se veulent sensationnalistes. C'est plus pour vendre que pour vraiment vous informer. On va en reparler, mais sérieusement, faites super attention à ce que les journalistes vous disent. Aujourd'hui, même les journaux qui se disent indépendants sont toujours dépendants de leurs revenus. Donc ils veulent vendre. Donc ils veulent faire du sensationnaliste. Attention. Ensuite, j'ai eu assez souvent la question, quelle école faut-il faire pour devenir astronome ? Franchement, j'en ai pas la moindre idée. Moi-même, je ne suis pas astronome de profession, comme certains semblent le croire. Hein, je suis photographe, avant tout. Et donc, celui qui a posé la question suivante devait le savoir, parce qu'il m'a demandé quelle est ma plus belle photo du ciel. C'est pas forcément une question facile à répondre. Je peux vous dire que, par exemple, dans mon boulot de photographe de mariage, je fais ce genre de choses. Forcément, c'était pas possible de ne pas le faire. Donc ça, c'est une photo que j'ai fait le mois dernier, de mariée sous la Voie lactée. Et sinon, une photo que j'aime bien aussi, c'est celle-là, qui ne casse certes pas trois pattes à un connard, mais elle est d'autant plus épatante qu'elle a été faite simplement avec un réflexe d'entrée de gamme et un téléobjectif d'entrée de gamme. Si vous voulez savoir comment faire la même, j'ai fait une série de vidéos sur mon autre chaîne YouTube, dédiée à la photo, où j'explique comment faire de l'astrophotographie au réflexe. Et elles sont en description de la vidéo. Vous pouvez, alors il y a 1h30 de programme quand même, quasiment. Il y a encore une vidéo sur photographier la Voie lactée. Ouais, forcément, cette photo-là, j'en suis assez fier, parce qu'on voit toujours des photos de Hubble, tout ça. Mais ça, c'est fait avec un petit réflexe. C'est la galaxie d'Andromède. Ceux qui touchent un peu l'astro savent que ça n'a rien d'exceptionnel, mais c'est vrai que quand on ne sait pas, figurez-vous que les nébuleuses et les galaxies dans le ciel ne sont pas rikiki, et ne peuvent pas être photographiées uniquement que par Hubble ou des grands télescopes comme ça. En fait, elles sont grosses, elles sont même parfois très grosses. La galaxie d'Andromède que vous voyez sur cette photo, elle est 4 fois plus grande que la pleine lune. Seulement, elle est infiniment plus lumineuse, donc on la voit pas. Notamment aussi à cause de la pollution lumineuse dont j'ai déjà parlé dans l'épisode sur les lumières dans le ciel de New York. Et ensuite, une question qui revient assez souvent aussi, c'est pourquoi la passion de l'astronomie ? Je sais pas, je crois que c'est le vertige de l'immense, de se demander d'où on vient, où on va, pourquoi la Terre, pourquoi nous... Pourquoi l'univers marche comme ça ? Le vertige de l'immense, on va dire. Bon, allez, c'est terminé avec les questions personnelles. On va enchaîner rapidement sur deux petites questions qui demandent quel matériel pour débuter l'astronomie. Parce qu'il faut s'acheter une lunette, un télescope, tout ça. Alors, je vais vous dire franchement, le matériel pour commencer l'astronomie, c'est vos yeux. Sortez une nuit où le ciel est clair, où il n'y a pas de lune. Allez loin de l'éclairage public, devant chez vous avec le lampadaire, ça va rien donner. Allez loin de l'éclairage public, quitte à faire 10 bornes en bagnole s'il faut, ou en mobilette, j'en sais rien, faites ce que vous voulez, et levez simplement les yeux au ciel. C'est ce que j'arrête pas de vous dire dans toutes les vidéos, levez les yeux au ciel. Contentez-vous de ça.
Déjà là, vous pourrez voir des choses sympas. Déjà le nombre d'étoiles que vous pourrez constater. Les étoiles filantes qui, même en dehors des pluies d'étoiles filantes qui ne sont pas des pluies, vous pouvez en voir. Tous les soirs, on peut voir des étoiles filantes. Avec un peu de chance, vous pourrez voir un bolide. Et carrément, un météore qui rentre dans l'atmosphère. Un gros bazar. J'en ai déjà vu une paire de fois. Et pourtant, je ne sors pas tous les soirs. Donc, simplement, par l'effet de répétition, vous finirez par voir ce genre de choses. Sortez aussi quand il y a des éclipses, lunaires ou solaires. Il n'y a pas besoin de matos spécifique. Ils essaient de vous vendre des lunettes, mais pour l'éclipse totale, il n'y a pas besoin de lunettes. Hein, et pour la Lune, il n'y a pas besoin de lunettes du tout. Et puis la Lune, on la voit à l'œil nu. Si vous voulez déjà un petit peu plus creuser, vous pouvez simplement prendre une paire de jumelles. Une simple paire de jumelles basique, alors pas un jouet non plus, mais des... Avec ça, vous pouvez déjà voir quelques gros objets de Messier. Par exemple, en hiver, vous pouvez voir la nébuleuse d'Orion, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. Vous pouvez la voir avec une paire de jumelles. Vous la voyez pas comme sur les photos, mais vous pouvez déjà clairement la distinguer. Encore une fois, il faut s'éloigner de la pollution lumineuse. Ensuite, si vous voulez aller un petit peu plus loin, juste dans l'observation, je vous suggère plus un télescope qu'une lunette. Une lunette, c'est bien pour voir les planètes, mais il faut déjà une très grande longueur focale pour distinguer quelque chose sur une planète. Les planètes sont quand même petites, même dans des grosses optiques. Donc moi, je vous suggère un télescope, et le modèle de base, le standard, on va dire, c'est ce qu'on appelle un 115-900. 115, c'est le diamètre, 900, c'est la longueur focale. C'est des tubes qu'on peut trouver pour pas trop cher et qui permettent encore une fois de pas mal appréhender certains objets de Messier, dont j'ai déjà parlé. Et sinon, si vous voulez faire de la photo, vous avez besoin alors de préférence d'un réflexe, un hybride avec un mode... un hybride, oui c'est ça, avec un mode manuel peut faire l'affaire, mais un réflexe c'est mieux. Un téléobjectif d'entrée de gamme suffit. Et bon, de toute façon, j'explique tout dans les vidéos sur l'astrophoto réflexe. Il n'y a pas besoin d'un énorme budget. Bon, c'est un petit budget quand même, c'est pas 20 €, mais bon, c'est pas non plus la Lune, quoi. Et alors, il y a quelqu'un qui me demande, peut-on photographier des planètes sans monture motorisée? Je vais étendre à, peut-on photographier des trucs du ciel profond sans monture motorisée? On peut tout faire avec beaucoup de courage. Mais sans monture motorisée, c'est-à-dire la monture du télescope qui tourne, c'est quand même compliqué. Encore une fois, je vous renvoie vers mes vidéos sur le sujet, et une fois que vous aurez regardé les 4 vidéos, donc l'astrophoto réflexe et la photo de la Voie lactée, vous saurez tout, absolument tout ce qu'il faut savoir sur ce genre de photo. Ok, donc les questions personnelles, matos, tout ça c'est terminé. On va enchaîner sur les questions un peu... Bah déjà sur les aliens, hein, sur les aliens, les conspirations et tous ces trucs-là, parce que c'est quand même des questions que j'ai eu pas mal. Déjà, on va faire une chose. J'ai pris le temps de me perdre un petit peu dans les commentaires de la vidéo sur sommes-nous allés sur la Lune, et j'ai vu que en fait la conspiration a encore de beaux jours devant elle. Et il y a notamment des gens qui continuent de soutenir que ISS n'existe pas, que c'est pas parce que moi je le dis dans la vidéo, pourquoi est-ce qu'il faudrait me croire et tout. Donc ok, alors je vais vous faire une annonce là tout de suite, je vais créer un concours. Le prix est de 10 000 €, parce que j'ai pas plus, mais le premier prix, le seul et unique prix est de 10 000 € que j'offre à quiconque est en mesure de me prouver que la Station Spatiale Internationale n'existe pas. Mais attention, si moi, je peux vous prouver que la Station Spatiale Internationale existe en vous le montrant physiquement, je vous emmène à côté du télescope et je vous la montre, si moi je peux vous démontrer qu'elle existe, vous me devez 10 000 € et j'hésiterai pas à vous les facturer. Alors, est-ce que quelqu'un veut tenter l'expérience? Au début, je voulais faire la même chose sur la Lune, mais comme on n'a pas d'optique suffisante pour voir, il y a toujours un mec qui va dire « Oui, mais ta preuve n'est pas valable et tout, donc on va laisser tomber la Lune. » Mais vous savez, quand on fait de l'astronomie depuis suffisamment longtemps, le fait qu'on soit allé sur la Lune devient une évidence, parce que ça va dans la continuité de tout le reste, ça n'a rien de spécial par rapport à toutes les autres missions, y compris celles qu'on peut voir à l'œil nu. Les missions spatiales, oui. ISS, je l'ai déjà dit, on la voit à l'œil nu. Bon, ok, alors maintenant, enchaînons sur les aliens. Donc, déjà, j'ai eu pas mal de questions sur les voyages spatiaux. Est-ce que les aliens pourraient pas, eux, aller plus vite que la lumière alors que nous, on peut pas? Est-ce qu'on peut dépasser la vitesse de la lumière? Est-ce qu'un jour, on voyagera comme dans Star Wars? Ce genre de questions. Et alors, je vais répondre tout net. On ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière et il n'y a pas de 8 mai. Oui, mais la technologie, oui, mais machin. Non, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. La seule possibilité qu'on aurait, ça serait de voyager à travers un trou de verre, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est pas au programme des prochaines années non plus. La vitesse de la lumière, c'est mort, on ne la dépasse pas. Et s'il y avait des trous de verre à proximité de la Terre, on le saurait aussi. Donc les aliens ne voyagent pas plus vite que la lumière et ne passent pas non plus à travers des trous de verre, on les aurait détectés.
Depuis le temps qu'on en cherche, on les aurait détectés. Et non, personne n'a vu de soucoupe volante. Ceux qui ont vu des soucoupes volantes sont soit des affabulateurs, soit des gens qui se trompent avec sincérité. Ils ont cru voir une soucoupe volante, mais ce n'était pas une soucoupe volante. Et je vous renvoie vers une vidéo, encore, de la chaîne Hygiène Mentale, qui est vraiment une super chaîne que je vous recommande. C'est vraiment top. Et il a fait une vidéo sur l'origine des soucoupes volantes. Et dans cette vidéo, que je vous mets en lien dans la description, vous découvrez qu'en fait, personne n'a jamais vu de soucoupe volante. Les premières soucoupes volantes, c'était pas des soucoupes volantes. C'était des trucs qui semblaient faire des bonds. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une vidéo. Et c'est les journalistes qui ont déformé, qui ont parlé de soucoupes qui volent, alors qu'il n'en a jamais été question. Et du coup, les gens, comme ils ont lu ça dans les journaux, bah, ils en ont vu partout. Alors qu'ils sont juste plantés, quoi. Parce que les extraterrestres, encore une fois, je voudrais juste revenir un truc là-dessus. Bizarrement, on n'a jamais de preuves. Le boson de Higgs, il a été dur à trouver, mais on l'a trouvé. Quand on veut vraiment trouver quelque chose, on le trouve. Il faut peut-être du temps, il faut beaucoup d'argent, mais on trouve bizarrement les soucoupes volantes avec tous les gens qui en ont vu. On n'a que des témoignages, jamais de preuves physiques. Et quand il y a des photos, c'est toujours des trucs flous ou des Photoshop grossiers, ou alors 10 ans après, le mec il avoue que c'était une blague, etc. On n'a rien de concret, vraiment. Donc les extraterrestres, encore une fois, c'est un fantasme, et l'astronomie, c'est pas ça. L'astronomie, c'est pas les extraterrestres. On aimerait bien en trouver, certes, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais l'astronomie, c'est pas l'étude des extraterrestres. Et on n'en a jamais trouvé, et on n'a jamais trouvé de preuves non plus. D'accord? On a des indices, on a des études statistiques. Par exemple, j'ai aussi une question qui me dit, sommes-nous seuls dans l'univers? Statistiquement, c'est impossible qu'on soit seul dans l'univers, mais ils ne sont jamais venus jusqu'ici. D'ailleurs, je rebondis tout de suite sur une question, existe-t-il des extraterrestres dans notre système solaire? J'ai déjà répondu à cette question dans la vidéo sur on a découvert une planète susceptible d'abriter la vie. Et alors il y a aussi une question qui revient très souvent, c'est la question des exoplanètes, et là aussi, allez voir cette vidéo, c'est pas parce qu'on a trouvé une planète tellurique avec de l'eau et des températures proches de la nôtre qu'il y a forcément la vie dessus. La vie, elle met des millions, voire des milliards d'années à apparaître. C'est pas juste un truc qui arrive comme ça. Et juste pour revenir aussi sur celle qui a été trouvée près de Proxima Centauri, cette planète-là, il y fait quand même moins 40 d'après les mesures. Donc oui, c'est des températures proches de ce qu'on a ici, mais c'est quand même moins 40. Et on a juste trouvé de l'eau, on n'a pas trouvé de vie. Dites-vous bien encore une chose, quand un scientifique il trouve ce genre de choses, il dit bon ok, on a trouvé une planète, elle est tellurique, il y a de l'eau, il fait telle température. À aucun moment, les mecs qui publient ce genre d'études ne parlent d'extraterrestres. Jamais, ils font même pas d'allusion. Mais au fur et à mesure que l'information est relayée et vulgarisée pour le grand public, les journalistes progressivement se montent le chou. Et aiment bien tomber dans le sensationnalisme, faut dire ce qui est. Et là, ils vous vendent des extraterrestres, des exoplanètes habitables, alors que personne n'a dit qu'elle était habitable. C'est les journalistes qui vous fabriquent les extraterrestres, d'accord? Mais les scientifiques à aucun moment n'en parlent. Ensuite, dans le même genre, j'avais quelqu'un qui me demandait si je croyais à l'incident de Phobos 2. Phobos 2, c'est une sonde russe qui a été envoyée sur Phobos, donc c'est un des deux satellites de Mars. Mars a capturé dans son champ gravitationnel 2 astéroïdes, donc c'est des lunes, parce qu'ils tournent autour, mais c'est des patates, c'est pas des lunes rondes comme notre lune à nous. Et donc il y a Phobos et Deimos, et Phobos, une sonde a été envoyée par l'URSS pour l'étudier, et ils ont repéré des anomalies à sa surface, ensuite la sonde a été perdue et tout. Et il y a des gens qui sont montés le chou en disant « Oh, les extraterrestres !» Mais non, non, non. Trouver des anomalies, c'est à ça que ça sert, les sondes, parce que si on connaissait déjà tout à l'avance, ça vaudrait pas le coup de les envoyer. C'est parce qu'on trouve des choses qu'on ne connaît pas que c'est intéressant, et c'est pas parce qu'on a trouvé une forme bizarre ou oblongue ou quoi que c'est les extraterrestres. Regardez, sur Mars, on avait soi-disant trouvé une colline avec une forme de tête humaine, en fait c'était juste un jeu d'ombre. Il y a pas longtemps, le robot Curiosity a trouvé une pierre qui flotte. C'était pas une pierre qui flotte, c'était une pierre sombre avec une autre sombre devant aussi, on avait l'impression que c'était son ombre, ça s'appelle une pareidolie. Quand les sondes vénusiennes se sont posées, pareil, il y a des gens qui ont vu des scorpions par terre, ils ont dit « Ah regarde, le caillou là, en fait, il a bougé ». Alors que non, je veux dire, objectivement, soit c'était le vent, parce que sur Neptune, sur Vénus, il y a aussi du vent, soit c'était une illusion d'optique, ou alors une bouillie de pixels, tu pouvais pas voir la différence. Mais partout, les gens veulent voir des anomalies, et surtout voir des choses plus qu'anormales. Paranormal, non. Les anomalies, on en cherche, mais il faut pas. C'est pas parce qu'on trouve un truc bizarre que forcément ça vaut un complot, ça vaut une histoire surnaturelle, etc. Donc l'incident de Phobos 2, c'est non.
Ensuite, j'ai quelqu'un qui me dit qu'est-ce que tu penses du géocroiseur Apophis. Alors Apophis, c'est un géocroiseur, donc un astéroïde qui va passer près de la Terre et qui est déjà passé près de la Terre. Donc géocroiseur, c'est ça que ça veut dire, hein. Il passe près de la Terre. Géocroiseur, géo la Terre, j'en ai déjà parlé. Bon, cet astéroïde, il est prévu que dans quelques années, il passe à 30 000 km de la Terre. La Terre qui fait 12 800 km. Donc mon point, c'est la Terre, il passe là, quoi. C'est pas, il va pas la frôler. Enfin, à l'échelle du système solaire, il va la frôler, mais il faut toujours, hein, j'en ai déjà parlé aussi, les astéroïdes qui frôlent la Terre, voilà. La NASA a estimé le risque de collision à 1 sur 250 000. Ça ne nous concerne pas et ça n'arrivera pas. Mais encore une fois, ceux qui en parlent ont envie qu'on les écoute, donc ils font beaucoup de bruit. Et il y a un risque qu'un géocroiseur nous rentre dedans et tout. Non. Il est très bien étudié, on connaît très bien sa trajectoire, il ne va pas nous rentrer dedans. Il y a un risque, oui, parce qu'il y a toujours une erreur statistique dans les calculs, bon, mais il ne va pas nous rentrer dedans, n'ayez pas peur. Je peux vous garantir que le jour où on aura vraiment la preuve qu'il y en a un qui va nous tomber sur la gueule, ça va faire plus de bruit qu'une petite page Wikipédia. Vu que les mecs ils aiment le sensationnalisme, ils vont pas hésiter à se jeter dessus. Les gouvernements vont en parler et tout. Et pour le moment, il n'y a rien de tel de prévu, ne vous en faites pas. Ah oui, je reviens juste sur les conspirations, la Lune, tout ça. Il y a quelques temps, il y a Christophe donc de la chaîne Hygiène Mentale dont je vous ai parlé tout à l'heure qui m'a dit que ma vidéo sur Sommes-nous allés sur la Lune a été partagée par un conspirationniste sur sa page Facebook. Mais il pensait que c'était une vidéo qui allait dans son sens, c'est-à-dire qu'on n'était pas allé sur la Lune, parce que le titre est volontairement accrocheur. Et donc ce mec a partagé ma vidéo où j'explique qu'on est allé sur la Lune, alors que lui il croit qu'on n'y était pas allé, et il a partagé cette vidéo juste parce que le titre allait dans son sens. Et du coup il est passé pour un con sur sa page. D'ailleurs il y avait un mec qui avait dit les cons ça ose tout, c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît en commentaire. C'est exactement, ça illustre exactement ce que je disais dans la vidéo. Les gens vont dans le sens qu'ils veulent. Il a trouvé une vidéo qui semble aller dans son sens, il la publie sans même regarder le contenu. Alors qu'en fait le contenu c'était on est bien allé sur la Lune, quoi. Donc voilà, juste voilà. Ensuite, j'ai une série de questions sur la colonisation de l'espace, notamment des gens qui me demandent si Mars One va avoir le jour, si c'est crédible, etc. Alors Mars One, c'est, je sais plus comment il s'appelle le mec, qui a parlé de ça. Il a dit je veux créer un projet d'exploration de la planète Mars basé sur le système de la comment ça s'appelle, la télé-réalité. Donc on envoie des gens là-bas, mais on ne sait pas les faire revenir, donc ils y vont, ils y restent, et on fait une télé-réalité pour financer le truc. Ça n'arrivera pas. Pas pour des problèmes éthiques ou quoi, hein. Moi je serais le premier à dire ah je peux être le premier à marcher sur Mars, rentrer dans l'histoire, mais je suis obligé de rester là-bas. Moi franchement je crois que j'y vais, hein. Mais ça n'arrivera pas pour une question beaucoup plus terre à terre. La NASA a mis plus de 10 ans à aller sur la Lune. L'URSS n'y est même pas arrivé. Ils étaient pas loin, mais ils y sont pas arrivés. Est-ce que vous croyez que le mec, il va sortir toute la technologie qu'il faut comme ça de sa poche? Ou même des ingénieurs qu'il peut trouver à droite à gauche? La conquête spatiale, c'est quelque chose de compliqué. Et pendant ces 10 ans où ils ont tenté d'aller sur la Lune, il y a eu le projet Mercury, Gemini, ensuite seulement Apollo. Et ils y sont allés petit à petit. D'abord, on va un peu dans l'espace, un peu plus. On fait une orbite, on attache deux trucs ensemble, on les détache, on rentre. Ils ont testé des trucs au fur et à mesure pour mettre au point le vaisseau spatial final qui ira jusqu'à la Lune. Et même une fois qu'ils l'ont mis au point, d'abord ils ont tourné autour de la Lune, ensuite ils sont descendus mais ils sont remontés, ensuite ils se sont posés. Voilà. C'est quelque chose qu'on a fait petit à petit pour concevoir la technologie pour ça. Ils ont mis 10 ans à la mettre au point. Et le mec il pense qu'il va aller sur Mars comme ça. La Lune c'est peanuts à côté de Mars. Mars c'est tellement plus complexe. Le mec il va trouver la technologie où? Il va pas, la NASA va pas lui filer comme ça. Donc il a 10, 15, 20 ans de recherche à faire d'abord. Il va trouver où le financement? Parce que la Lune, ça a coûté cher, hein. J'ai pas les chiffres là de tête, mais ça se compte en milliards de dollars. Et c'était pas la crise à l'époque non plus, hein. Donc ça ne verra jamais le jour, juste parce que comment son vaisseau, il va le trouver où, quoi? Ça se fera pas. Ensuite, il y a des gens qui me disent est-ce que tu penses qu'on vivra un jour sur la Lune, une colonie spatiale, etc. Un jour, s'il y a suffisamment d'argent pour envoyer des touristes là-bas, peut-être, mais les scientifiques n'ont pas vraiment intérêt à y retourner. C'est bon, on a tout ce qu'il nous faut. Déjà, on serait probablement jamais allé sur la Lune s'il n'y avait pas eu d'enjeu idéologique. Hein, parce que la course à la Lune, c'était avant tout une course. C'était à qui arriverait le premier. Hein, qui allait gagner la course idéologique, qui était le plus fort? Le bloc Est ou le bloc Ouest? Et c'est pour ça, le drapeau qui flotte et tout, c'était un gros symbole. Hein. C'est le capitalisme qui arrivait avant le communisme. L'inverse aurait peut-être changé le cours de l'histoire, on ne sait pas. Et puis après, il y avait aussi des implications politiques. Par exemple, bon, ça coûte cher, donc les États-Unis ils se sont dit on va un petit peu épuiser économiquement l'URSS comme ça, etc. Bon,
Mais s'il n'y avait pas eu cet enjeu idéologique, on ne serait probablement pas allé sur la Lune. Donc les scientifiques, bon, ils ont tout ce qu'il leur faut. Ils ont des échantillons, ils ont des sondes qui sont sur place, des instruments de mesure, il y a tout ce qu'il faut. Donc on n'a pas de raison d'y aller pour des questions scientifiques. Pour ce qui est des ressources, alors il y a de l'hélium-3 sur la Lune, mais on ne sait pas l'exploiter, donc pour le moment ça n'a aucun intérêt d'aller le chercher. Et alors pour le tourisme spatial, je serais le premier à y aller si je pouvais, mais ça risque de coûter vraiment bonbon, donc ça je pense que c'est pas pour demain. À mon avis, ce qui va nous faire le plus grand bond dans l'exploration spatiale à l'avenir, c'est le jour où on aura mis au point un SSTO. Aujourd'hui on décolle avec des fusées qui sont perdues après. Il y a des projets SpaceX, tout ça, où la fusée elle revient, c'est pas encore tout à fait au point, mais à mon avis, et puis bon, ça reste une fusée, ça coûte cher, c'est technologiquement très compliqué et tout. Mais à côté, il y a des projets de développement de SSTO. Un SSTO, c'est un Single Stage to Orbit. C'est un avion qui vole suffisamment haut et suffisamment vite pour réussir à se mettre en orbite. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en gros, c'est ça. Donc c'est un avion. Il n'y a pas de pièces qui se détachent, il n'y a rien qui retombe, rien de... Voilà, c'est un avion. Un moteur un petit peu plus complexe, mais c'est un avion. Niveau entretien, niveau tout ça, ça pourrait être beaucoup plus simple qu'une fusée. Et donc les coûts d'envoi de matériel en orbite seraient sacrément moindres. Surtout si on arrive à en faire un gros, quoi. Genre un avion cargo qu'on arrive un jour à foutre en orbite, c'est bon, là la conquête spatiale c'est terminé, on construit des villes en orbite. Mais on n'en est pas encore là. Le jour où on aura ce genre de vaisseaux qui permettent d'aller en orbite à peu de frais, une fois qu'on est en orbite, on a fait la moitié du chemin pour n'importe où ailleurs. Le plus dur c'est vraiment d'aller en orbite. Et le jour où aller en orbite ça sera pas cher, là il y aura du tourisme spatial, il y aura des villes sur la Lune, il y aura Mars, il y aura tout le reste. En attendant, c'est pas pour demain. Et c'est dommage, mais c'est pas pour demain. Il y a aussi quelqu'un qui me demande si l'exploration spatiale va continuer ou s'arrêter. Il y a peu de chances qu'elle s'arrête. Je pense dans le sens, les sondes spatiales qui coûtent pas super cher, c'est quelques millions de dollars ou d'euros. Dites-vous que l'exploration spatiale, genre une mission comme Curiosity sur Mars, il y a des tas de gens qui disent souvent mais à quoi ça sert l'exploration spatiale à part cramer du fric pour rien. Eh ben, en attendant, envoyer Curiosity sur Mars, ça a coûté moins cher qu'une journée de guerre en Irak pour les États-Unis. Donc, tout est relatif en termes de prix. Donc l'exploration spatiale, de toute façon, les sondes qu'on va envoyer partout, ça va continuer, parce que ça coûte pas si cher que ça. Les hommes dans l'espace, ça fait très longtemps qu'on n'est pas allé au-delà d'une orbite basse terrestre, avec la Station Spatiale Internationale, qui n'est qu'à 800 km. Je veux dire, la Station Spatiale Internationale, quand elle me passe au-dessus, elle est moins loin que Brest. Moi, je suis du côté de Strasbourg. Donc c'est pas si loin que ça. La Lune, c'est notre paire de manches. Mais depuis les années 70, on n'y est pas retourné. On ira sûrement sur Mars à un moment ou un autre quand on aura du flouze, mais dans les décennies à venir, c'est pas au programme, ils n'ont pas l'argent pour ça. Pourquoi mettre de l'argent là-dedans alors qu'on peut le mettre ailleurs ? Il n'y a pas non plus de but idéologique. On n'a pas besoin d'y aller plus vite que quelqu'un d'autre. Donc, quel intérêt ? Ceux qui veulent retourner sur la Lune en ce moment, c'est les Chinois. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent montrer au monde que c'est une vraie puissance. Aller sur la Lune, c'est un moyen de le montrer. Mais Mars, c'est pas la Lune. Mars, c'est sacrément plus loin, c'est un sacré autre défi technologique. Aller dans l'espace 2 semaines pour aller sur la Lune, c'est entre guillemets facile. Les mecs dans Apollo, ils ont tenu dans une capsule qui faisait la taille de 3 cabines téléphoniques. On peut survivre là-dedans 2 semaines, et puis on peut emmener 2 semaines de bouffe, de flotte, on peut chier dans des couches, etc. C'est bon. Mais quand on veut faire un voyage de 6 mois aller, 6 mois retour, c'est plus compliqué. J'avais quelqu'un dans la vidéo où je disais qu'il faudrait des années pour envoyer un Gus sur Jupiter, il avait dit « Ah, c'est pas grave, on l'envoie dans un cockpit ». Ouais, tu te vois passer des années dans une cabine téléphonique, c'est impossible. Donc technologiquement, c'est beaucoup plus compliqué, il faudrait un truc de 3 fois la taille de la station spatiale. C'est pas pour demain. C'est con, mais ça arrivera un jour. Pour une raison bête, c'est que l'homme, il aura toujours envie d'aller voir plus loin ce qu'il y a. L'exploration a toujours existé. Au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, il y a quand même un Gugus qui s'est dit, tiens, et si je traversais l'océan pour voir ce qu'il y a de l'autre côté ? L'exploration a toujours existé. La frontière est juste un peu plus loin aujourd'hui. Ça existera toujours, la conquête spatiale. Et alors, une dernière question sur la colonisation de l'espace. Après, on passe sur des questions un peu plus basiques, un petit peu plus, je sais pas, marrantes, je sais pas. Bon, alors, depuis que la planète autour de Proxima du Centaure, qui est donc pas très loin à l'échelle de l'univers, a été découverte, il y a des gens qui ont mis au point le projet, enfin mis au point, ils ont eu une idée qui s'appelle Breakthrough Starshot, dont on m'a aussi posé plusieurs fois la question, est-ce que je crois que ça va exister ? Alors Breakthrough Starshot, c'est un projet qui dit on va envoyer des toutes petites sondes de la taille d'un timbre-poste avec une voile solaire, et on va les envoyer vers Proxima du Centaure en les propulsant avec des lasers depuis la Terre pour leur faire atteindre 1/10 de la vitesse de la lumière et les faire arriver là-bas en 44 ans, c'est leur prévision. Et là-bas, du coup, voir ce que vaut la planète. Ça ne se fera
pas. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans des questions vraiment, est-ce que c'est faisable d'aller à cette vitesse-là, est-ce que les lasers ça va marcher et tout, juste une question toute con. Vos sondes, elles font la taille d'un timbre-poste. Elles vont être à plusieurs années-lumière de l'étoile la plus proche, donc elles vont être, c'est la nuit noire quand même, hein, on voit que des étoiles au loin. Vous les alimentez comment? Je veux dire, une batterie qui tient 44 ans dans un truc grand comme ça? Et quand bien même vous les mettez en sommeil, comment vous les réveillez de l'autre côté et tout, ça se fera pas. Et puis même propulser des trucs comme ça avec un laser depuis la Terre, non, ça se fera pas. Ma main à couper, ce truc se fera pas. Ou alors dans 50 ans, avec la technologie de dans 50 ans, mais c'est un truc, on verra jamais cette planète de notre vivant. C'est con, hein? Vous voyez, c'est ce que je disais, l'astronomie c'est beaucoup fantasmé, et on va visiter d'autres étoiles, et machins, et modes de propulsion révolutionnaires et tout. Doucement, hein? On peut déjà voir beaucoup de choses d'ici, et on peut déjà s'émerveiller de plein de choses d'ici sans même bouger de chez nous. Enfin, si, peut-être en allant juste dans le jardin avec une paire de jumelles, mais l'exploration spatiale, encore une fois, c'est pas juste les vitesses supraluminiques, c'est pas les autres planètes, c'est déjà, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Enfin si, c'est aussi les autres planètes, mais je veux dire, beaucoup de gens fantasment beaucoup de choses sur l'astronomie. Donc, alors, comme j'ai remarqué que beaucoup de gens fantasmaient plus l'astronomie que n'avaient de réelles connaissances dessus, j'ai décidé de garder avant tout les questions basiques. Il y a des questions d'astrophysique assez poussées qui m'ont été posées, mais vu que c'est pas du niveau de la plupart des gens, je me dis c'est pas la peine d'y répondre là dans la vidéo. Alors j'ai eu pas mal de questions, notamment sur les trous de verre. Par exemple, est-ce que tu crois aux trous de verre? Les trous de verre, on n'y croit pas. C'est un modèle théorique, mathématique, qui fonctionne. En théorie, ça marche. On n'en a juste jamais observé. On les cherche, mais on n'en a pas observé. Mais en théorie, ça marche. Mais pour en créer, il faut une quantité d'énergie folle, et puis il faut des conditions très particulières, ce qui fait que bon, on n'en a pas vu, ou alors on ne sait pas on ne sait pas les voir. Les trous de verre, en théorie, ça existe. Voilà. Il n'y a pas d'autre réponse, on ne peut pas y croire ou ne pas y croire, c'est un modèle théorique. Voilà. J'ai beaucoup de questions qui m'ont été posées sur les trous noirs, parce que ça c'est aussi un gros objet de fantasme. Alors, il y a les gens qui s'y intéressent vraiment en particulier, comment on calcule tel truc et tout, et puis il y a aussi les gens qui pensent qu'un jour on va être aspiré dans un trou noir et tout. Non, ça ne va pas arriver, c'est vraiment un objet de fantasme, hein. Donc il y a déjà 2 excellentes vidéos sur le sujet, bon, il y en a probablement d'autres, mais il y en a 2 que je connais qui sont vraiment bien, donc je vais vous les recommander plutôt que d'en faire une moi-même qui sera peut-être pas aussi pertinente, ou enfin de toute façon il y a déjà les 2 là qui sont bien. Celle du Sense of Wonder, qui est vraiment top. D'ailleurs, gros, tu m'avais recommandé il y a de ça quelques vidéos, merci. Je sais pas si moi te recommander est vraiment pertinent vu la différence de nombre d'abonnés qu'on a, mais bon voilà, cette vidéo est vraiment bien. Allez voir la vidéo du Sense of Wonder sur les trous noirs. Et si vous voulez approfondir, il y a aussi celle de Science étonnante, qui entre un petit peu plus dans les détails, c'est peut-être un petit peu plus velu parce qu'il explique par le calcul comment ça marche, mais ça reste regardable, je veux dire vraiment allez la voir, je les mets aussi en description de la vidéo. Allez voir cette 2e vidéo, après avoir vu peut-être la première. J'avais aussi une question, c'est quoi la matière noire? On entend souvent parler de matière noire ou de matière sombre. On a fait des calculs pour déterminer la quantité de matière qui se trouve dans l'univers. C'est un calcul théorique, bien entendu. On peut observer des choses, mais on peut pas tout voir. On a fait des calculs théoriques. Et quand on observe l'univers, le déplacement des objets, la gravité, etc., on se rend compte qu'il manque 60% de la masse de l'univers. Je rappelle que la gravité, c'est une question de masse. Et il y en a 60% qu'on ne trouve pas, mais la gravité, on l'observe. Et c'est là qu'on se dit, merde, il manque 60% de la masse de l'univers. On a calculé, on est à peu près sûr des calculs, mais on ne le voit pas. Donc on l'a appelée la matière noire, parce qu'on ne la voit pas. Peut-être qu'elle est là et juste qu'on ne peut pas l'observer, mais peut-être aussi qu'on s'est gouré dans les calculs. Bon, c'est difficile à dire là maintenant, mais ils sont à peu près sûrs de leurs calculs, et la matière noire, on la cherche. Ensuite, j'ai 2 questions pas mal là. Pourquoi voit-on toujours la même face de la Lune, et est-ce qu'un jour on verra la face cachée? Alors, si la question c'est est-ce qu'on verra la face cachée parce qu'elle va se retourner, la réponse est clairement non. Mais si tu veux juste voir la face cachée de la Lune, tu vas sur Google Images. Hein. On a pris déjà un paquet de photos vu qu'on est allé de l'autre côté. Donc, des photos, tu peux en trouver. Mais la Lune ne nous montrera jamais un autre côté, c'est une question de verrouillage gravitationnel. Et pourquoi est-ce qu'elle nous montre toujours le même côté? C'est une question d'effet de marée. La Lune, notre Lune à nous, a la particularité d'être le seul objet du système solaire à être aussi près, aussi gros et aussi près de l'objet autour duquel elle orbite, la Terre. Donc. Toutes les autres lunes sont plus loin, plus petites. Voilà. Donc la Lune est un gros objet qui est près de la Terre. Et la Terre a un champ gravitationnel qui est très fort. C'est celui de la Terre, quoi. Bon. Et comme la Lune est près, elle est très influencée par ce champ gravitationnel. À tel point que le côté qui est près de la Terre est plus attiré que le côté qui est plus loin. Il est plus lourd, quoi. Donc comme c'est le côté le plus lourd, c'est toujours celui qui est attiré
du côté de la Terre. Alors il y a un moment, la Lune tournait probablement sur elle-même. Mais de par cette raison, le côté qui est le plus près étant toujours le plus lourd, il y a une espèce de freinage qui s'opère, c'est un effet de marée. Et ce faisant, la Lune freine et finit par s'arrêter. Et nous montrer toujours le même côté. Et c'est ce qui est le cas maintenant. Et comme par un simple effet de culbuto, le côté le plus proche est le plus lourd et le plus éloigné est le plus léger, simplement du fait de l'attraction de la Terre, il n'est pas effectivement plus léger. Je veux dire, si on prend la Lune toute seule, il n'y a pas un côté dont la masse est inférieure. C'est juste que le côté qui est plus près est plus proche de la Terre et donc plus attiré. Et par simple effet de culbuto, elle se tient en place. Mais attention, si vous regardez un éphéméride lunaire, un qui est bien, vous pouvez constater qu'il y a comme un effet de précession et que la Lune, elle fait légèrement ça, de quelques degrés. Elle ne nous montre pas toujours tout à fait la même face, elle oscille légèrement. Mais c'est ce qu'on appelle un verrouillage gravitationnel. D'ailleurs, ça arrivera à la Terre aussi, un jour peut-être, si elle vit assez longtemps. Le Soleil freine aussi la Terre, mais beaucoup moins. Beaucoup moins évidemment parce qu'il est beaucoup plus loin et l'influence gravitationnelle est moindre. Les journées sur Terre sont beaucoup plus courtes qu'elles ne l'étaient par le passé. Aussi parce que la Lune l'a freiné de la même manière. Parce que la Terre freine la Lune freine aussi la Terre. Ce qui peut se passer, c'est qu'un jour, la Terre se retrouve aussi avec une face verrouillée face au Soleil. Avec un jour perpétuel d'un côté et une nuit perpétuelle de l'autre. Selon le même principe. Le côté qui est plus près du Soleil est légèrement plus loin. Une autre question très intéressante, comment connaît-on la composition des planètes et des étoiles distantes ? Un seul mot, la spectrophotométrie. Ceci est un spectre complet, d'accord ? Toutes les possibilités de longueur d'onde de lumière que vous pouvez balancer sur quelque chose. Si vous prenez un objet rouge, par exemple, et que vous lui balancez de la lumière blanche, de quelle couleur est l'objet ? Il est toujours rouge. Pourquoi ? Parce qu'il a absorbé toutes les longueurs d'onde, sauf la rouge qui vous a renvoyé. Tous les éléments chimiques ont ce qu'on appelle un spectre d'absorption. Ils ont une couleur, si vous voulez. Ils absorbent certaines fréquences lumineuses et ils rejettent toutes les autres. Donc si on observe la couleur d'une étoile, qu'on fait passer ça dans un spectromètre, on a ce spectre avec des raies d'absorption. Et il se trouve qu'on connaît les raies d'absorption de tous les éléments chimiques. Et donc on peut dire, ah bah tiens, ça c'est la raie de l'hydrogène, ça c'est la raie de l'hélium, ça c'est la raie du méthane. Et donc on peut connaître la composition d'un corps simplement grâce à sa couleur. Et si une planète, une exoplanète, donc passe devant son étoile, on fait la comparaison avant-après, et on voit quels éléments se sont rajoutés, donc ceux de la planète qui passe devant la lumière de son étoile, et donc on peut déterminer la composition de son atmosphère, mais pas de son noyau ou un truc comme ça. Parce que j'avais aussi une question, comment on peut connaître la composition du centre des planètes ? On peut pas, c'est purement théorique. On se dit, ok, dans cette région de l'univers, il y a beaucoup de cet élément chimique, donc cette planète est probablement constituée avant tout de cet élément chimique, mais c'est purement théorique, on n'est pas allé voir. Bon, on a quand même de bonnes raisons de penser qu'on ne se trompe pas, mais ça reste de la théorie, on ne le sait pas. On le pense. Une autre question qui est pas mal, quelle taille a l'univers et est-ce qu'on peut s'en rendre compte ? Alors la taille de l'univers, la réponse est simple, on ne sait pas. L'univers observable a une taille, l'univers observable étendu avec l'expansion de l'univers en a une autre, mais on ne connaît pas vraiment la taille de l'univers. Et on ne peut pas non plus se rendre compte, ne serait-ce que de la taille de l'univers observable. Fermez les yeux et imaginez 1 mètre. 1 mètre, c'est facile, vous avez la distance, je parle. Imaginez-vous 1 mètre, c'est pas, ça va. Vous avez l'habitude de côtoyer cette distance-là, cette longueur-là, donc il n'y a pas de difficulté. Par contre, essayez de vous figurer 1 kilomètre. Pas un lieu de départ et un lieu d'arrivée séparés d'1 kilomètre. Non, vraiment la distance, le kilomètre. Essayez de vous le figurer, c'est déjà un petit peu plus dur. Certains y arriveront, d'autres pas. Mais se figurer l'infini, c'est juste pas possible. Notre cerveau n'est pas fait pour imaginer l'infini. Vous pouvez avoir l'impression de savoir ce que c'est l'infini, mais non. Votre cerveau n'est pas capable de se le figurer. Simplement d'essayer de se figurer la taille de la Terre alors qu'on est dessus, c'est quasi impossible. Donc, non, il n'est pas possible de se rendre compte de la taille de l'univers. De toute façon, le concept même d'infini n'est pas fait pour correspondre avec nos cerveaux, quoi. Et dans le même style, j'ai la question, est-ce que l'univers a une fin ? Et alors pour ça, il va me falloir un truc rond. Voici la balle de mon chien. Où est son début, où est sa fin ? Si je prends cette feuille de papier, elle a un début, elle a une fin. Ou alors elle a un début, elle a une fin, bref, elle est limitée, elle est finie. Mais la surface de cette balle, elle commence et elle finit où ? Où est le début, où est la fin ? Si je suis à la surface de cette balle et que je marche, j'arriverai jamais au bout. Eh ben, l'univers, c'est peut-être pareil, peut-être. On ne sait pas, c'est une théorie. Vu qu'on ne peut pas voir le bout, on ne sait pas s'il y en a un. L'univers est peut-être comme cette balle.
mais cette balle étant, la surface est en 2 dimensions, j'ai une longueur, une largeur. L'univers, alors j'allais dire, il faut essayer de se l'imaginer, c'est pas possible de s'imaginer une infinité de ce genre-là en 3 dimensions, mais il y aurait une dimension supplémentaire. Mais en gros, on pense que peut-être l'univers pourrait être refermé sur lui-même dans le sens que si vous allez infiniment dans une direction, vous finissez par revenir là d'où vous venez. Donc quelque part c'est une sorte d'infinité, mais enfin voilà, ça c'est une des théories qu'on a. Il y a une question qui dit, que se passerait-il si la Terre se prenait un sursaut gamma? Déjà, faut pas vous inquiéter, c'est comme les géocroiseurs, que ce soit supernova ou sursaut gamma, il n'y a rien qui est assez près de la Terre pour, si jamais ça explosait, nous poser problème. Déjà, comme ça c'est réglé. Donc sursaut gamma, on n'en prendra pas. Mais si ça arrivait, ça ferait très mal. Et là aussi, le mieux, sans même vous expliquer ce que c'est un sursaut gamma, c'est de vous envoyer vers la vidéo du Sense of Wonder sur les sursauts gamma, qui est vachement bien. Donc je la mets en description de la vidéo, allez la voir. Tout simplement. Tiens, une question qui est très intéressante aussi. Pourquoi toutes les planètes du système solaire tournent dans le même sens et sur le même plan? J'avais une question similaire sur les anneaux de Saturne, c'est exactement la même technique, enfin la même mécanique plutôt que technique. Pour ça, pareil, je pourrais vous expliquer ça en long, en large et en travers, mais plutôt je vais vous filer une vidéo. C'est en anglais, mais c'est tellement visuel que même si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez aller la voir. C'est un prof qui explique la gravité en fait. Il a pris un liner de piscine qu'il a tendu, il a mis un poids au milieu, et ça lui fait la déformation de l'espace-temps. Et il fait tourner des billes autour, et il montre, alors c'est dingue, parce qu'il arrive à faire tourner une bille qui tourne autour, il arrive à faire tourner une bille autour du bordel, et une bille qui lui tourne encore autour. On montrait vraiment les champs gravitationnels, c'est ouf. Et il fait aussi la démonstration en balançant des billes d'un côté et de l'autre, et vous verrez ce qui se passe. Allez voir cette vidéo, elle est vraiment, vraiment bien pour comprendre le concept de déformation de l'espace-temps. C'est super easy quoi. Allez-y, je vous la mets en description de la vidéo. Clique, tu vas voir, c'est cool. Et évidemment, ça explique pourquoi toutes les planètes tournent dans le même sens. J'ai une autre question qui est pas mal. Combien y a-t-il d'astres dans le système solaire? On ne sait pas. On sait qu'il y a 8 planètes. Il y en a peut-être une autre qu'on cherche encore. Voilà. Toutes ces planètes, enfin toutes non, mais beaucoup ont des lunes. Beaucoup de lunes parfois. Pour Jupiter ou Saturne, il y en a un sacré paquet. Je vous mets au défi de les apprendre toutes par cœur, parce qu'il y a du monde, hein. Mais il y a aussi une infinité d'astéroïdes partout. Par exemple, il y a l'astéroïde Cérès. C'est un astéroïde qui fait, je sais plus, il est très gros, il fait un bon millier de kilomètres dans mes souvenirs. Donc c'est un machin d'un millier de kilomètres, c'est déjà un bon gros caillou. D'ailleurs, c'est même pas un caillou, c'est une protoplanète, hein, c'est un truc rond, quoi, hein, qui orbite quelque part entre la Terre, entre Mars et Jupiter, pardon. Donc, il y a plein d'objets comme ça, pas que des trucs de la taille d'une poussière, hein. Des astéroïdes relativement gros, de plusieurs mètres, dizaines de mètres ou centaines de mètres, on en découvre tout le temps. Tous les ans, on en découvre des milliers. Donc, le système solaire, c'est pas ce qu'on a appris à l'école, il n'y a pas 8 planètes et point, hein. Il y a une infinité d'objets, c'est très complexe. Il y a les 4 planètes telluriques, il y a une ceinture d'astéroïdes, il y a les 4 planètes gazeuses, il y a la ceinture de Kuiper, le nuage de Oort derrière d'où viennent les comètes. Donc si vous comptez les comètes, les astéroïdes, les planètes, les lunes et toutes les conneries qui tournent autour, ça fait un sacré paquet de monde. Mais on en parlera sûrement dans des vidéos à venir, il y a sûrement des trucs à dire là-dessus. Ensuite j'ai une question qui est pas mal non plus, comment fait-on pour mesurer les distances dans l'espace? On utilise principalement la parallaxe. Je crois que j'ai déjà parlé de la parallaxe dans certaines de mes vidéos sur la chaîne photo. Vous avez 2 yeux, et vos 2 yeux vous permettent de voir en relief, parce que leur point de vue est légèrement différent, vous voyez 2 images différentes et vous pouvez interpréter la profondeur. Dans l'espace, on a le Soleil et la Terre qui tournent autour. Si je prends une photo du ciel à un moment, et que je prends une photo du ciel 6 mois après, donc quand la Lune s'est déplacée tout autour de son orbite, c'est comme si j'avais 2 yeux, et avec les légers décalages que je constate, je peux estimer les distances. J'ai bien dit estimer. On peut estimer la distance de certaines étoiles avec cette technique, mais pour les distances dans le système solaire, vu que les déplacements sont beaucoup plus grands, c'est, j'allais dire, beaucoup plus facile. Ça reste mathématiquement un petit peu velu, mais c'est quelque chose qu'on maîtrise aujourd'hui à quelques dizaines ou centaines de kilomètres près, on connaît la distance des planètes, quoi. Sinon, j'ai cette question que je trouve pas mal. Pourquoi est-ce qu'il y a de la glace qui tombe des fusées au décollage? Alors, dans la question originale, il n'y avait pas écrit de la glace, hein, c'était les trucs blancs qui tombent des fusées au décollage. Alors, ça ne tombe pas de toutes les fusées. Par exemple, si vous regardez la navette spatiale au décollage, ça tombe pas de la navette. Pourquoi? Parce que les lanceurs, mais pas tous, ont un réservoir d'ergols liquide. Les ergols, c'est de l'hydrogène, de l'oxygène. Vous les mélangez, ça brûle. Mais pour les stocker, on les stocke sous forme liquide.
Donc c'est très 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 froid. Et les lanceurs, on n'a pas vraiment de raison de les isoler. Les isoler de quoi? Vu que c'est déjà des trucs à moins 200 degrés, on s'en fout de les isoler contre le froid et c'est sous pression, il n'y a pas de... Enfin bon, on n'isole pas on n'isole pas les réservoirs. Et donc qu'est-ce qui se passe? Quand l'air ambiant s'approche du réservoir, il gèle. Enfin l'air, pas forcément, mais l'eau qui est contenue dans l'air, oui. C'est de la condensation en fait, tout simplement, mais très très froide. Par exemple, vous prenez une bombe d'air sec. Vous savez les trucs là? Ça. Vous savez les bombes de CO2? Vous l'ouvrez, et je ne vais pas le faire, hein, mais vous l'ouvrez et vous restez appuyé dessus très longtemps. Ou les cornes de brume, c'est pareil. Vous restez appuyé très longtemps. Elle va se refroidir et elle va se couvrir de glace. Alors vous laissez pas la main, hein, parce que sinon ça va vous faire bobo. Mais elle se couvre de glace de la même manière. Et donc qu'est-ce qui se passe? Notre lanceur est recouvert de glace, et au démarrage des moteurs, on a des vibrations de ouf, et ben la glace elle casse et elle tombe. Et donc je vous disais, sur la navette spatiale, il n'y en a pas, parce que dans la navette spatiale, il y a une grosse soute. Il y a des petits réservoirs à l'arrière, mais il n'y a pas de gros réservoirs comme ça. Là, par exemple, le lanceur Ariane 5, le gros truc qui est au milieu, j'en ai une là d'Ariane 5. Le gros machin au milieu, là, c'est un réservoir d'ergol liquide. Mais il est protégé, il est isolé. Donc, comme il est isolé, il n'y a pas de condensation. Et les propulseurs sur le côté, ils fonctionnent avec de la poudre, qui n'est pas liquide ou sous pression à moins 200 degrés. Donc, il n'y a pas de condensation et il n'y a pas de glace qui tombe d'Ariane 5 au décollage. Saturne 5, par contre, j'ai pas de maquette de Saturne 5. Saturne 5, par contre, elle avait des réservoirs qui n'étaient pas isolés. Donc au décollage, il y a tout qui tombe. Alors j'ai une autre question que j'aime bien. Qui a nommé les constellations et pourquoi elles ont cette forme? Qui a nommé les constellations? J'ai une réponse dans la vidéo sur la distance Terre-Lune. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les constellations n'ont pas forcément cette forme et ce nom-là. C'est une question totalement culturelle. Dans les autres cultures, les constellations sont faites d'assemblage d'autres étoiles et les gens ont vu d'autres choses et donc ils leur ont donné d'autres noms. C'est totalement culturel. Le mec qui a baptisé la grande ours, il avait beaucoup d'imagination, hein, mais il a vu un grand ours et à côté il y avait un petit ours. 5 étoiles, non, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étoiles, un ours, super. Non mais il n'y a pas de bonne réponse pour savoir ce qu'on voit dans le ciel. C'est quelque chose de totalement abstrait et qui fait référence aux différentes mythologies dont elles sont tirées. Mais il n'y a pas... les constellations, c'est pas quelque chose d'universel. Hein. En fonction du pays où vous vous trouvez, les étoiles ne sont pas assemblées de la même manière et les gens ne voient pas les mêmes choses. Allez, on arrive tout doucement au bout. Alors j'ai une question qui dit quelles sont les bonnes applis pour débuter dans l'astronomie ou pour observer le ciel, tout ça. Alors, j'en citerai déjà pour mobile et une sur PC. Pour mobile, alors sur Android, il y a Google Sky Map. Je ne sais pas si ça marche sous iPhone, sur les iPhones, pardon. Google Sky Map qui permet déjà d'explorer un peu le ciel. Night Sky Light, je crois, sur iPhone. Hein, c'est l'équivalent gratuit et il y a une version payante. Et sur ordinateur, vraiment le must du must, c'est Stellarium. Stellarium, c'est un planétarium gratuit, open source, et qui vous permet notamment de planifier vos observations du ciel. Vous dites, tiens, qu'est-ce que je vais regarder ce soir? Vous pouvez voir les nébuleuses, savoir où elles sont, à quelle heure, quel jour, quel endroit. Vous rentrez vos coordonnées et l'heure qu'il est, et vous voyez le ciel tel qu'il apparaît. Il y a des tas d'options, vous pouvez justement afficher les constellations en fonction de la culture que vous voulez, etc. Sinon, dans le genre planétarium, mais qui sont un petit peu plus marrants, il y a Celestia. Celestia qui est un planétarium à l'échelle, donc c'est des planètes en 3 dimensions, mais vous pouvez vous déplacer dans l'univers à l'échelle. Et là, vous vous rendez compte des distances. C'est assez ouf. Dans le même style, vous avez Space Engine, qui est un univers généré procéduralement. Alors, il y a aussi le système solaire et tout le merdier, mais tout ce qui est beaucoup plus loin. Alors, vous avez aussi les autres galaxies qui sont modélisées et tout, et vous pouvez entrer dans les galaxies, voir les étoiles. Alors, il y a beaucoup d'étoiles qu'on ne connaît pas, donc qui sont générées procéduralement, et vous pouvez voyager à travers l'univers, explorer des trucs, et toujours à l'échelle. Mais celui-là, je trouvais qu'il fallait une configuration assez costaud pour le faire tourner. Alors je sais pas, c'est peut-être moi qui ai mal réglé mes drivers vidéo, je sais pas. Mais bon, à la limite c'est gratos, donc qu'est-ce que vous risquez? Télécharger Space Engine, Celestia et Stellarium. Et vous pouvez vous amuser des heures avec. Et déjà pour planifier ne serait-ce qu'une observation, vous dire tiens, qu'est-ce que je vais regarder ce soir dans le ciel en sortant, je veux dire, vous pouvez déjà creuser quoi. Et je vais finir avec la question, peux-tu nous conseiller une bonne série sur l'astronomie? Alors,
Il n'y a pas l'équivalent de Game of Thrones en astronomie. Par contre, il y a une série qui commence à être un petit peu vieille, produite par Tom Hanks, qui s'appelle De la Terre à la Lune, et qui raconte toute l'histoire du programme Apollo, mais on commence déjà à Gemini, Mercury, tout ça. En fait, ça commence quasiment à l'annonce de Kennedy qui dit on va aller sur la Lune, en 61, si je ne me gourre pas, jusqu'aux dernières missions Apollo. Et alors, c'est pas juste des mecs qui vont dans l'espace et tout. Ils vont dans l'espace, c'est assez fun et tout ça. Mais on voit aussi la vie des gens au sol. Par exemple, la femme de... C'était la femme de qui? Il y avait un astronaute qui était sur Apollo 9, qui a fait le tour de la Lune. Et on les voit pas autour de la Lune. On la voit, elle, en train de flipper, putain, est-ce qu'ils vont réussir à rentrer et tout. Il n'y a pas eu de problème sur cette mission, mais elle qui savait pas comment le moteur marchait, par exemple, je me souviens d'un dialogue entre elle et un ingénieur qui lui dit, le moteur là, de toute façon, il ne peut que s'allumer quand on appuie sur le bouton. C'est des trucs qui brûlent tout seul. Il n'y a pas de raison qu'il reste coincé là-bas. Et elle panique, ouais, mais si mon mari meurt autour de la Lune et tout. Donc c'est autour de la conquête spatiale, pas autour de l'astronomie, mais autour de la conquête spatiale. Et moi, cette série, je l'ai trouvée vachement bien. En plus, la musique du générique, je la trouve super jolie. Enfin voilà, je peux vous conseiller cette série. Je crois que ça s'appelle De la Terre à la Lune, et c'est produit par Tom Hanks. Mais ça a quelques années déjà. Bon, je pense qu'il est temps de terminer cette FAQ. Ça fait quelques temps que je tourne là déjà. Elle va faire quelques longues minutes. Je dois dire qu'il y a beaucoup de questions auxquelles j'ai pas répondu qui en fait vont m'inspirer des futures vidéos. Parce que je me suis dit oui, c'est un sujet à aborder. Et surtout, allez voir toutes les vidéos que je vous recommande en description de la vidéo. Ça va répondre à beaucoup de vos questions et ça va peut-être effacer quelques fantasmes sur l'astronomie. L'astronomie, c'est génial. Je vous l'ai montré, je l'espère, dans les précédentes vidéos, mais il ne faut pas confondre l'astronomie et la science-fiction. Voilà, c'était le message du jour. Je vous retrouve, je ne sais absolument pas quand, pour le prochain épisode. En attendant, vous voyez venir, non? En attendant, allez, levez les yeux au ciel, soyez astronogeek, et moi je vous dis à la revoyure.